Mon nouveau mari a fracassé la tirelire de ma fille et a coupé tout son argent en deux pour lui apprendre le partage. La guichetière de la banque a immédiatement appelé la police judiciaire. Mon nouveau mari, Thierry, lorgnait sur la tirelire de ma fille Léa depuis qu'il avait emménagé il y a 3 mois. Chaque fois qu'il passait devant sa chambre, il faisait de petites remarques sur le fait qu'une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir autant d'argent qui traîne. Les gamins d'aujourd'hui ne comprennent pas la valeur du partage, disait-il à son pote Karim autour d'une bière dans notre garage. Quand je grandissais, tout appartenait à la famille. Personne n'avait le droit de thésauriser du liquide comme un petit dictateur. La tirelire n'avait même rien de spécial, juste cette vache en céramique que Léa avait reçue de sa grand-mère avant sa mort. Mais Thierry la traitait comme si elle l'insultait personnellement. Il était au chômage depuis 6 mois lorsque nous nous sommes mariés. Il disait qu'il était, entre 2 opportunités, attendant que le bon poste de direction se libère. Pendant ce temps, ma fille avait économisé 170 € grâce à l'argent de ses anniversaires et en faisant des corvées supplémentaires dans le quartier. Thierry a commencé doucement au début. « Et Léa, tu ne devrais pas aider pour les courses puisque tu vis ici aussi ?» Puis, cela a escaladé. Cet argent pourrait payer notre facture Internet. Tu sais à quel point ça fait égoïste de cacher de l'argent à sa famille. Léa serrait simplement cette vache plus fort et lui disait que c'était pour la colonie de vacances de l'année prochaine. Mardi dernier, je suis rentré de mon service à l'hôpital pour trouver Thierry debout dans la chambre de Léa avec la tirelire fracassée sur la moquette. Des morceaux de céramique partout. Léa sanglotait dans un coin. Mais l'argent, c'est ce qui m'a glacé le sang. Il avait pris des ciseaux pour chaque billet. Il les avait coupés net en 2. Des billets de 20 €, des 10, et même des 5. Tous tranchés en plein milieu. Thierry m'a vu et a immédiatement commencé son discours. Elle doit apprendre le partage, dit Anne. Je lui ai dit qu'on partagerait tout à 50-50e. La moitié pour son petit truc de colonie. La moitié pour le ménage. Mais elle a piqué une crise, alors j'ai dû lui montrer ce qui arrive quand on est avare. Regarde, j'ai rendu ça littéral. Moitié-moitié. C'est juste. Léa a couru vers moi en tenant des poignées d'argent mutilées. Maman, il a cassé la vache de mamie. Il a coupé tout mon argent. J'ai économisé pendant si longtemps. Thierry a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique, gamine. Les banques peuvent échanger les billets endommagés. On apportera ta moitié à la banque demain. On aura des billets neufs. Pas de mal. En plus, maintenant tu as appris à contribuer à ton foyer. De rien. Son pote Karim était en fête dans le salon et Thierry l'a interpellé. Tu y crois, toi? Les gosses agissent comme si j'avais commis un meurtre au lieu d'enseigner une leçon de vie. Le lendemain matin, Thierry a insisté pour venir à la banque avec nous. Il voulait s'assurer que Léa expliquerait correctement qu'elle ne gardait que la moitié pour elle et qu'elle donnait l'autre moitié pour les dépenses du ménage. Il l'a même coaché dans la voiture. Dis-leur que tu veux déposer la moitié sur mon compte, je veux dire, notre compte commun pour les courses et les factures, comme un bon membre de la famille. La guichetière de la banque du centre était une dame âgée nommée Monique qui m'aidait depuis que j'avais ouvert le livret A de Léa il y a 3 ans. Elle a jeté un coup d'œil au sac d'argent coupé et son visage a changé. Léa, ma chérie, qu'est-il arrivé à tes billets? Thierry est intervenu avant que je puisse parler. La gamine a eu un accident avec des ciseaux. Ça arrive tout le temps, pas vrai? On a juste besoin d'échanger ça contre des billets neufs. 50% iront sur son compte, 50 sur le mien. Une leçon sur le partage. Monique a pris l'un des billets de 20 € coupés. Elle l'a examiné attentivement. Monsieur, avez-vous coupé cet argent? Thierry a bombé le torse. Je faisais une démonstration sur la distribution équitable, un apprentissage visuel pour les enfants. Une technique parentale très efficace. Monique a posé le billet et a pris son téléphone. Je dois passer un appel. Cela ne prendra qu'un instant. Thierry a ri. Vraiment? Pour quelques billets endommagés? C'est un service client ridicule. Je veux dire, nous dépensons beaucoup d'argent ici. En moins de 10 minutes, 2 hommes en costume sont entrés dans la banque. Pas la police municipale, de vrais agents de la police judiciaire. Le plus grand, le capitaine Morel, a examiné les billets tandis que le plus petit, le lieutenant Fabre, a commencé à poser des questions. Monsieur,
savez-vous que la destruction volontaire de billets de banque est une infraction grave portant atteinte à la monnaie fiduciaire? Le visage de Thierry est devenu blanc. Quoi? Non, ce n'est pas. J'apprenais le partage à ma fille. Le lieutenant Fabre a sorti un carnet. Votre fille, monsieur? Léa est mon enfant d'avant, ai-je dit doucement. Nous sommes mariés depuis 3 mois. Le capitaine Morel a levé les yeux des billets. Donc, vous avez détruit l'argent de votre belle-fille. De l'argent qui lui appartient légalement. C'est une destruction de propriété privée et une atteinte aux signes monétaires. 2 délits distincts. Thierry a commencé à bégayer. Mais je lui apprenais les contributions familiales. Les enfants ne devraient pas thésauriser l'argent. Ce n'est pas sain. Le lieutenant Fabre a haussé un sourcil. Monsieur, apprendre aux enfants à partager n'implique pas de détruire la monnaie légale. C'est une infraction passible d'amende et de peine de prison. De plus, cela s'apparente à du vol et à la destruction des biens d'un mineur. Je ne peux pas aller en prison pour avoir coupé du papier. A pratiquement crié Thierry. C'est dingue. Vous êtes tous dingues. Le capitaine Morel a sorti des menottes. Monsieur, vous venez d'admettre des délits devant plusieurs témoins. Nous vous plaçons en garde à vue. Thierry s'est tourné vers moi, le visage violet. J'ai vu le violet quitter son visage comme si quelqu'un avait tiré une prise. Le capitaine Morel avait sorti les menottes, et les poignets de Thierry étaient dans son dos avant qu'il ne puisse finir l'excuse qu'il essayait de bredouiller. Il n'arrêtait pas de dire que tout était faux, qu'il apprenait à Léa à faire partie d'une famille, à être responsable. Le lieutenant Fabre a commencé à notifier ses droits à Thierry d'une voix plate et ennuyée, comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Monique se tenait derrière son comptoir, les bras croisés, regardant Thierry se faire arrêter avec un air qui disait qu'elle regardait la justice se faire en temps réel. Thierry s'est tordu pour me regarder, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Les autres personnes dans la banque avaient arrêté ce qu'elle faisait. Un vieil homme avec une casquette fixait simplement la scène. Une mère avec 2 enfants les a tirés plus près d'elle. Le capitaine Morel a commencé à diriger Thierry vers la porte, et Thierry a soudainement retrouvé sa voix, me criant dessus par-dessus son épaule. Il a dit que je devais appeler un avocat tout de suite, que c'était de ma faute si je ne le soutenais pas, que les gens mariés sont censés se soutenir mutuellement. Sa voix devenait plus forte à mesure qu'ils approchaient de la porte. Le capitaine Morel m'a demandé si j'avais besoin d'une aide médicale parce que mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir Léa. Je lui ai dit que j'allais bien et j'ai serré Léa contre mon flanc. Elle a enfoui son visage dans ma chemise. Les portes de la banque se sont ouvertes et Thierry criait encore alors qu'il l'emmenait dehors vers la voiture de police. Quelque chose sur le fait que je faisais une énorme erreur. Qu'il allait s'en souvenir. Puis les portes se sont fermées et le silence est revenu, à l'exception des bruits normaux de la banque. Les gens tapant sur des claviers et la photocopieuse en marche. Monique a contourné le comptoir et s'est dirigée vers nous. Elle s'est mise à genoux pour être à la hauteur des yeux de Léa. Sa voix était douce quand elle a dit à Léa que la banque allait lui donner de l'argent neuf pour remplacer tous les billets qui avaient été coupés. Léa a levé les yeux de ma chemise, les yeux rouges, et a demandé s'il pouvait aussi réparer la vache de sa grand-mère. J'ai dû lui dire non, que les morceaux de céramique étaient trop cassés, mais que nous pourrions aller faire les magasins ensemble et trouver une nouvelle tirelire spéciale. Peut-être un animal différent cette fois. Léa a hoché la tête, mais n'a rien dit. Monique s'est relevée et m'a tapoté le bras, puis est allée parler à quelqu'un au fond de la banque. Un homme en costume est sorti d'un bureau, s'est présenté comme le directeur de l'agence. Il a dit que nous devrions venir avec lui dans un endroit plus privé. Nous l'avons suivi, passant les guichets, jusqu'à un petit bureau avec un bureau et 3 chaises. Il nous a offert de l'eau et a sorti une boîte de mouchoirs, la faisant glisser sur le bureau vers l'endroit où Léa et moi étions assises. Il a expliqué que la police judiciaire devait garder les billets coupés comme preuve pour le dossier de Thierry, mais que la banque avait déjà tout compté sous le regard des agents. Le compte de Léa serait crédité des 170 € entiers aujourd'hui, sur la base de leur comptage et de la documentation officielle des agents Morel et Fabre. Il a dit que cela pourrait prendre quelques jours pour apparaître dans le système, mais que c'était déjà approuvé. Je l'ai remercié et il nous a laissés seuls dans le bureau pendant 1 minute. J'ai sorti mon téléphone et appelé Joséphine. Elle a répondu à la première sonnerie comme elle le fait toujours. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, que Thierry avait coupé l'argent de Léa et venait d'être arrêté par la PJ à la banque du centre, elle n'a même pas fait de pause. Elle a dit que nous venions rester avec sa famille tout de suite.
que Léa ne devrait pas avoir à retourner dans cette maison aujourd'hui. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine parce que je n'avais aucune idée de comment gérer ça toute seule. Joséphine a dit de faire des valises pour quelques jours et qu'elle préparerait la chambre d'amis. Elle a demandé si j'étais en état de conduire et j'ai dit oui, même si je n'en étais pas sûr. Le lieutenant Fabre est entré dans le bureau et m'a tendu sa carte de visite. Il a dit que Thierry serait présenté à un juge dans les 48 heures, probablement demain matin au tribunal judiciaire. Il m'a dit que je devais m'attendre à ce que Thierry ou son avocat me contactent pour la caution, mais que j'avais tout à fait le droit de refuser de l'aider. Il n'y avait aucune obligation légale pour moi de payer la caution ou d'aider à sa défense. Il l'a dit très clairement, comme s'il voulait s'assurer que je comprenais bien. J'ai mis la carte dans mon sac à main et je l'ai remercié. Léa et moi sommes sortis de la banque en nous tenant la main et sommes montés dans la voiture. Le trajet jusqu'à la maison a pris 15 minutes, mais a semblé plus long. Léa regardait par la fenêtre et ne disait rien. Quand nous sommes entrés dans l'allée, j'ai vu que la camionnette de Karim était toujours là. J'ai dit à Léa que nous prenions juste quelques vêtements et affaires, puis que nous allions chez tante Joséphine. Elle a hoché la tête. À l'intérieur, j'ai traversé les pièces rapidement, sortant des vêtements des tiroirs et des placards, attrapant des brosses à dents et les livres préférés de Léa. Elle a rassemblé ses animaux en peluche sur son lit, la licorne, l'ours et le chien mou. Karim était assis sur le canapé du salon, l'air mal à l'aise, quand nous sommes sortis avec nos sacs. Il s'est levé et a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il était désolé, qu'il aurait dû arrêter Thierry. Je l'ai coupé et lui ai dit qu'il devait quitter ma maison tout de suite. Il a ouvert la bouche comme s'il allait discuter, puis a regardé mon visage et est parti sans un autre mot. J'ai verrouillé la porte derrière lui. Chez Joséphine ce soir-là, Capucine a ouvert la porte et a immédiatement serré Léa dans ses bras. Elle avait 15 ans et prenait son rôle de cousine au sérieux. Elle a dit à Léa qu'elle lui cédait sa chambre et qu'elle dormirait dans la chambre de ses parents dans un sac de couchage. Que Léa pourrait avoir tout l'espace pour elle seule. Léa a marmonné, merci, mais est restée près de moi. Joséphine a préparé le dîner, du poulet et du riz, mais Léa a à peine touché au sien. Elle s'est assise à côté de moi à table et a poussé la nourriture dans son assiette. Laurent, le mari de Joséphine, a observé Léa pendant 1 minute puis a gentiment suggéré que nous envisagions une thérapie pour elle. Il a dit, ce genre de choses, avoir un adulte de confiance qui détruit vos biens et vos économies, pourrait avoir des effets durables. Je savais qu'il avait raison. Joséphine a hoché la tête et a dit qu'elle obtiendrait des noms de pédopsychiatres demain. Cette nuit-là, j'ai mis Léa au lit dans la chambre de Capucine avec ses murs violets et ses posters de groupes que je ne reconnaissais pas. Léa s'est endormie en tenant la licorne, mais s'est réveillée 2 heures plus tard en pleurant. Je l'ai entendue depuis le salon et j'ai couru. Elle était assise dans son lit en disant que quelqu'un cassait ses affaires. Je suis monté dans le lit à côté d'elle et je l'ai tenue, promettant que Thierry ne s'approcherait plus d'elle. Je lui ai dit que j'allais m'assurer qu'elle reste en sécurité. Elle a fini par se rendormir contre mon épaule. Je suis resté allongé là dans le noir, pensant à tous les signes que j'avais manqués. Les commentaires sur l'argent de Léa. La façon dont il avait toujours des opinions sur ce qu'elle devait faire de ses économies, comment il parlait des enfants d'aujourd'hui, ne comprenant pas le partage. J'aurais dû la protéger de lui avant que ça n'en arrive là. J'aurais dû voir ce qu'il était. Mon téléphone a commencé à sonner vers 22 heures, le numéro de Thierry. Je l'ai ignoré. Il a sonné à nouveau 5 minutes plus tard, et encore, et encore. Au moment où minuit est arrivé, il avait appelé 17 fois. J'ai finalement écouté un message vocal. Il criait que je l'avais abandonné en cellule. Que j'étais censé être sa femme. Comment pouvais-je le laisser là? Sa voix devenait plus forte et plus colérique à mesure que le message continuait. J'ai bloqué son numéro et je suis allé dans la cuisine. Joséphine était déjà là en train de faire du thé. Elle m'a tendu une tasse et nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Elle a posé des questions douces sur ce que j'avais manqué, quels signes montraient que Thierry était dangereux pour ma fille. Je lui ai parlé du chômage, de son obsession pour la tirelire de Léa, de la façon dont il voulait toujours savoir exactement combien d'argent elle avait économisé. Joséphine a écouté sans juger. Elle a juste continué à remplir mon thé et à me laisser parler jusqu'à ce que je sois finalement à court de mots vers 2 heures du matin. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de Joséphine avec Léa blottie contre moi. Mon téléphone affichait cet appel manqué de l'hôpital. J'ai rappelé et j'ai été mise en relation avec ma cadre de santé.
J'ai expliqué que j'avais besoin d'un congé familial d'urgence parce que mon mari avait été arrêté et que ma fille faisait face à un traumatisme. Elle n'a pas demandé de détails. Elle m'a juste dit de prendre la semaine et que mes gardes seraient couvertes. Je l'ai remerciée, mais mon estomac se tordait déjà parce que Thierry ne contribuait rien aux revenus de notre ménage depuis 6 mois. Manquer une semaine de travail signifiait manquer une semaine de salaire dont nous avions désespérément besoin. Léa a remué à côté de moi et a ouvert les yeux. Elle a eu l'air confuse pendant une seconde avant de se rappeler où nous étions. J'ai caressé ses cheveux et je lui ai dit que nous étions en sécurité ici avec tante Joséphine. Mon téléphone a sonné à nouveau et j'ai vu le nom du lieutenant Fabre. J'ai répondu doucement et je suis allé dans la cuisine de Joséphine. Le lieutenant Fabre m'a dit que Thierry avait été présenté à un juge ce matin. La caution pour sa libération sous contrôle judiciaire a été fixée à 14 000 €. J'ai senti le soulagement m'envahir car il n'y avait aucun moyen que Thierry puisse se permettre cela. Puis le lieutenant Fabre a dit que la mère de Thierry avait apparemment payé la caution. Mon estomac s'est effondré. Thierry serait libéré plus tard dans la journée avec des conditions incluant l'interdiction de tout contact avec moi ou Léa. J'ai demandé comment c'était possible alors qu'il venait d'être arrêté pour des délits graves hier. Le lieutenant a expliqué que la détention provisoire n'est pas automatique à moins que quelqu'un ne présente un risque de fuite ou un danger imminent. Thierry n'avait pas de casier judiciaire. L'ordonnance de non-contact était la meilleure protection que j'avais pour l'instant. J'ai raccroché et je suis resté debout dans la cuisine de Joséphine, tremblante. Thierry serait dehors d'ici cet après-midi. Il retournerait à notre maison parce que techniquement c'était aussi son domicile. Joséphine m'a trouvé là et je lui ai dit ce que le lieutenant Fabre avait dit. Elle a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à chercher des avocats en droit de la famille. Je lui ai dit que je ne pouvais pas me permettre un avocat pour le moment, mais elle a balayé cela d'un revers de main. Elle a dit que j'avais besoin d'une protection juridique pour Léa et que nous nous occuperions de la partie argent plus tard. J'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone pendant que Léa jouait avec Capucine à l'étage. La plupart des avocats voulaient des provisions entre 2 500 et 4 500 € juste pour commencer le dossier. Un avocat m'a dit de rappeler quand j'aurais l'argent. Un autre a dit qu'il était trop occupé pour prendre de nouveaux clients en ce moment. J'étais sur le point d'abandonner quand Joséphine m'a tendu un numéro pour Maître Moreau. Elle a dit que c'était un ami de Laurent de la paroisse et qu'il se spécialisait en droit de la famille. J'ai appelé et un homme à la voix chaleureuse a répondu à la 3e sonnerie. J'ai expliqué ma situation précipitamment. Mon mari de 3 mois a détruit l'argent de ma fille et a été arrêté par la police judiciaire. J'avais besoin d'un divorce et d'une ordonnance de protection, mais je n'avais pas d'argent pour une grosse provision. Maître Moreau a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a posé quelques questions sur l'arrestation de Thierry et les accusations. Puis il a dit que les circonstances étaient claires et qu'il avait déjà traité des cas de violence économique conjugale. Il pouvait mettre en place un échéancier avec moi. Ses honoraires seraient de 2 800 € au total et je pourrais payer 450 € maintenant et le reste sur 6 mois. J'ai presque pleuré de soulagement. Maître Moreau a dit qu'il viendrait chez Joséphine cet après-midi pour me rencontrer et commencer la paperasse. Il est arrivé à 14 h, portant une mallette en cuir et un costume qui avait l'air cher. Il m'a serré la main et s'est assis à la table de la salle à manger de Joséphine avec moi. Léa est restée à l'étage avec Capucine. Maître Moreau a sorti un bloc-notes et a commencé à poser des questions. Depuis combien de temps connaissais-je Thierry avant notre mariage? Quelle était sa situation professionnelle? Quand le comportement inquiétant autour de l'argent de Léa a-t-il commencé? Y avait-il eu d'autres incidents de comportement contrôlant ou agressif? J'ai répondu honnêtement à tout. La cour précipitée après le départ de mon ex, les 6 mois de chômage de Thierry, les commentaires constants sur Léa qui thésaurisait de l'argent. Maître Moreau a pris des notes et a hoché la tête. Il a expliqué que l'arrestation de Thierry renforçait en fait ma position pour le divorce et la garde. Les poursuites pénales montraient un schéma de mauvais jugement et de mépris de la loi. Le fait qu'il ait détruit la propriété d'un enfant démontrait qu'il était dangereux pour les mineurs. Maître Moreau a dit que nous pouvions demander une ordonnance de protection d'urgence auprès du juge aux affaires familiales pour le tenir éloigné de Léa et l'empêcher d'accéder aux actifs communs. Nous devions agir vite avant que l'avocat de Thierry ne commence à faire des demandes. J'ai signé les papiers pendant que Maître Moreau expliquait chacun d'eux. Requête en divorce pour faute. Demande d'ordonnance de protection interdisant à Thierry de s'approcher à moins de 200 mètres de moi, de Léa, de cette maison, de l'école de Léa et de mon lieu de travail.
Demande de garde exclusive temporaire sans droit de visite en attendant l'issue des procédures pénales. Maître Moreau a dit qu'il déposerait tout demain matin au tribunal. Léa est descendue pendant que Maître Moreau rangeait sa mallette. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, le regardant avec des yeux méfiants. Maître Moreau lui a souri gentiment et s'est présenté. Il a dit qu'il était un avocat qui aidait les familles à rester en sécurité. Léa s'est rapprochée de moi et a attrapé ma main. Après le départ de Maître Moreau, Léa a demandé si Thierry allait revenir dans notre maison. J'ai dû expliquer qu'il pourrait y retourner parce que c'était aussi sa maison. Mais qu'il n'avait pas le droit de s'approcher d'elle ou de moi à cause de la décision du juge. Elle voulait savoir si nous pouvions déménager quelque part où il ne le saurait pas. Sa voix est devenue petite et effrayée. J'ai réalisé qu'elle ne se sentait pas en sécurité, même ici chez Joséphine. Elle pensait que Thierry pouvait nous trouver n'importe où. Je l'ai tiré sur mes genoux et j'ai promis que la police et les tribunaux nous protégeaient maintenant. Thierry irait en prison s'il s'approchait d'elle, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle ne me croyait pas tout à fait. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur messagerie. C'était la psychologue scolaire de Léa. Elle a dit que l'institutrice de Léa avait remarqué qu'elle était repliée sur elle-même et anxieuse en classe aujourd'hui. Elle ne participait pas et semblait distraite. La psychologue voulait faire le point sur ce qui se passait à la maison. J'ai rappelé et expliqué la situation en termes généraux. Mon mari avait détruit les biens de Léa et avait été arrêté. Nous logions chez de la famille pendant que je demandais le divorce. La psychologue a écouté et a émis des sons compatissants. Elle a proposé de voir Léa quotidiennement et de fournir un espace sur si elle avait besoin de parler pendant les heures de classe. Elle a dit que parfois les enfants gèrent mieux les traumatismes quand ils ont plusieurs adultes de confiance vers qui se tourner. Je l'ai remerciée et je me suis sentie reconnaissante, mais aussi le cœur brisé. Ma fille de 8 ans avait besoin de ce niveau de soutien parce que j'avais épousé quelqu'un qui s'était avéré dangereux. Jeudi matin, Maître Moreau a appelé pour dire qu'il avait déposé la demande de divorce et la demande d'ordonnance de protection au tribunal. Le greffier avait tout enregistré. Il a expliqué que le tribunal fixerait une audience dans les 10 jours. En attendant, les mesures d'urgence étaient demandées. Thierry serait officiellement notifié par huissier dans les 48 heures. Vers midi, Maître Moreau a rappelé. L'avocat commis d'office de Thierry, Maître Dubreuil, l'avait appelé pour discuter de l'affaire pénale. Maître Dubreuil a suggéré que Thierry voulait s'excuser et rembourser pour ce qu'il avait fait. Peut-être que nous pourrions trouver un arrangement qui aiderait le dossier pénal de Thierry. Maître Moreau a immédiatement coupé court à cela. Il a dit à Maître Dubreuil que toute communication concernant Thierry devait passer par lui en tant que mon avocat. Je n'étais pas intéressé par les excuses de Thierry ou son argent. J'étais intéressé par la protection de ma fille. Maître Dubreuil a essayé d'argumenter que montrer des remords et faire amende honorable pourrait aider Thierry à obtenir une peine plus légère. Maître Moreau a dit que ce n'était ni mon problème ni ma préoccupation. Vendredi matin, j'ai emmené Léa rencontrer Madame Lacroix. Maître Moreau l'avait recommandé comme pédopsychiatre spécialisé dans les traumatismes familiaux. Son cabinet était dans un petit immeuble près du parc avec une salle d'attente pleine de jouets et de livres pour enfants. Léa s'est assise à côté de moi sur le canapé et n'a touché à rien. Quand Madame Lacroix est sortie pour nous chercher, Léa s'est pressée contre mon flanc. Madame Lacroix était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux gentils et une voix calme. Elle a dit à Léa qu'elle pouvait m'emmener dans la séance si cela la mettait plus à l'aise. Léa a hoché la tête et m'a tenu la main alors que nous entrions dans le bureau. La pièce avait des fournitures d'art sur des étagères et une boîte de jouets dans le coin. Madame Lacroix s'est assise sur une chaise et a invité Léa à s'asseoir où elle voulait. Léa a choisi le sol près de mes pieds. Madame Lacroix a commencé à poser des questions douces sur l'école et les choses préférées de Léa. Léa a répondu par des réponses d'un seul mot au début. Puis Madame Lacroix a sorti du papier et des feutres et a suggéré que Léa pourrait dessiner pendant qu'elle parlait. Cela a semblé la détendre. Léa a commencé à dessiner et Madame Lacroix a demandé ce qui s'était passé avec la tirelire. La main de Léa a bougé plus vite sur le papier. Elle a dessiné la vache en céramique en morceaux. Puis elle a dessiné des billets coupés en 2 éparpillés autour. Finalement, elle a dessiné un visage dans les nuages au-dessus de la tirelire brisée. Elle a dit à Madame Lacroix que c'était sa grand-mère qui pleurait parce que Thierry avait cassé le cadeau spécial qu'elle avait donné à Léa avant de mourir. Madame Lacroix a écouté et a validé chaque sentiment que Léa exprimait. À la fin de l'heure,
Léa parlait plus librement et a même souri une fois à quelque chose que Madame Lacroix a dit. Quand nous sommes partis, Madame Lacroix m'a dit que Léa traitait le traumatisme de manière saine, mais qu'elle bénéficierait de séances hebdomadaires pendant un certain temps. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'une femme qui s'est présentée comme Madame Girard, la procureure de la République en charge du dossier de Thierry. Elle a expliqué que Thierry était accusé d'atteinte aux signes monétaires et destruction de biens. Le dossier était solide parce qu'il avait admis avoir coupé l'argent devant plusieurs témoins, y compris les agents de police. Madame Girard a dit qu'elle coordonnerait les différentes charges. Elle avait besoin que je sois disponible pour témoigner sur le comportement de Thierry et le contexte de l'incident. Je lui ai dit que je ferais tout ce qui était nécessaire pour m'assurer que Thierry affronte les conséquences de ce qu'il a fait à Léa. Madame Girard a dit que je devrais être prête à répondre aux questions sur le comportement de Thierry menant à l'incident, sur le schéma selon lequel il exigeait que Léa partage son argent. Je lui ai dit que je ferais tout ce dont elle avait besoin. Ce week-end-là, Laurent est arrivé chez Joséphine avec sa boîte à outils et un sac du magasin de bricolage. Il a dit que nous allions changer les serrures de ma maison pendant que Thierry était sorti. Je me sentais nerveuse à ce sujet parce que techniquement Thierry avait le droit d'être là, mais Laurent a dit que protéger Léa comptait plus que le droit de propriété. Nous sommes allés à ma maison et je continuais à surveiller la rue, inquiète que Thierry ne se montre même s'il n'était pas censé s'approcher de moi. Laurent a travaillé vite, remplaçant le barillet de la porte d'entrée et la serrure de la porte arrière. Il m'a tendu 3 jeux de nouvelles clés et m'a dit d'en garder un cachet à l'extérieur en cas d'urgence. Quand nous avons fini, j'ai appelé Maître Moreau pour lui dire ce que nous avions fait. Il a soupiré et a dit que cela pourrait causer des problèmes au tribunal, que l'avocat de Thierry pourrait argumenter que je l'empêchais d'accéder à son domicile. Mais ensuite, il a dit qu'il comprenait pourquoi je l'avais fait, qu'aucun juge ne blâmerait une mère pour avoir protégé sa fille. J'ai demandé si Thierry pouvait s'introduire par effraction ou appeler la police contre moi. Maître Moreau a dit que Thierry serait stupide d'essayer quelque chose comme ça avec la procédure en cours, que tout contact risquait d'aggraver son cas. 2 jours plus tard, j'étais au travail en train de faire mes tournées au 4e étage quand la sécurité a appelé mon service. Ils ont dit qu'un homme correspondant à la description de Thierry était dans le hall et demandait à me voir. Ma responsable m'a dit de rester où j'étais et a rappelé la sécurité pour qu'il l'escorte dehors. Je suis allé dans la salle de pause et j'ai regardé par la fenêtre alors que 2 agents de sécurité dirigeaient Thierry vers la sortie. Ils continuaient de se retourner pour essayer de voir là où je travaillais. L'un des gardes a mis une main sur son bras et Thierry s'est dégagé brusquement, pointant le doigt vers le bâtiment. Puis la police nationale est arrivée. 2 policiers sont sortis de leur voiture et ont parlé aux agents de sécurité, et le visage de Thierry est devenu rouge alors qu'il gesticulait sauvagement. Un officier a sorti des menottes et Thierry a effectivement essayé de s'éloigner, mais l'autre officier a attrapé son épaule. Ils l'ont mis à l'arrière de la voiture de patrouille et je les ai regardés partir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir. Ma responsable m'a apporté de l'eau et m'a dit de prendre le reste de mon service, mais j'ai dit que j'avais besoin de travailler, besoin de rester occupé. J'ai appelé Maître Moreau depuis la salle de pause et il était déjà sur le coup. La sécurité l'avait appelé juste après avoir appelé la police. Il a dit qu'il informait immédiatement le juge que Thierry avait violé son contrôle judiciaire en essayant de me contacter. L'audience a été programmée pour le vendredi matin, moins d'1 semaine après que Thierry se soit présenté à l'hôpital. J'ai pris ma journée et j'ai retrouvé Maître Moreau au tribunal. Thierry était là avec Maître Dubreuil, l'air fatigué et en colère. La juge est entrée et n'a pas perdu de temps. Elle a demandé à Thierry d'expliquer pourquoi il avait violé son interdiction de contact. Thierry s'est levé et a commencé à dire qu'il avait juste besoin de 5 minutes pour me parler, que nous pourrions arranger les choses si je l'écoutais simplement. Il a dit qu'il essayait de sauver notre mariage, que je surréagissais à un simple désaccord parental. La juge l'a coupé et lui a demandé s'il comprenait ce qu'un contrôle judiciaire signifiait. Thierry a dit oui, mais que ce n'était pas juste, que j'étais sa femme, et qu'il avait le droit de me parler. La juge l'a regardé froidement. Elle a dit, les interdictions de contact n'ont pas d'exception pour la commodité ou les sentiments blessés. Vous aviez été explicitement informé de rester loin de votre épouse et de son lieu de travail. Elle a demandé s'il pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Thierry a commencé à répondre, mais Maître Dubreuil a mis une main sur son bras, et Thierry s'est assis. Maître Moreau s'est levé et a expliqué que cette violation montrait que Thierry était dangereux et ne pouvait pas suivre les ordres du tribunal, que ma fille et moi avions besoin de protection.
la juge a révoqué le contrôle judiciaire de Thierry et a ordonné son placement en détention provisoire immédiate pour 5 jours en attendant une nouvelle audience, prolongeant l'ordonnance de protection pour 6 mois. Elle a dit à Thierry que la prochaine violation entraînerait des conséquences encore plus lourdes. Le visage de Thierry est redevenu violet, et il a commencé à se lever, mais Maître Dubreuil l'a tiré vers le bas. Pendant que Thierry était en détention à la maison d'arrêt, je suis retourné à la maison avec Joséphine et Laurent pour emballer plus de nos affaires. Nous avons apporté des cartons et des sacs poubelles, travaillant d'abord dans la chambre de Léa. J'ai emballé ses vêtements et ses livres, ses fournitures d'art et les quelques jouets qu'elle avait laissés derrière elle. Dans ma chambre, j'ai pris mes propres vêtements et objets personnels, laissant les affaires de Thierry exactement où elles étaient. Laurent a porté les cartons vers le SUV de Joséphine pendant que je passais par la salle de bain et la cuisine. Dans le bureau de Thierry, j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert sur le bureau. L'écran était toujours allumé, montrant une sorte de forum. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Thierry postait depuis des mois sur les enfants gâtés et les mères faibles qui n'enseignaient pas la discipline. Il se plaignait des enfants qui thésaurisaient de l'argent au lieu de contribuer à leur famille. Il écrivait de longs messages sur la façon dont les enfants d'aujourd'hui n'avaient aucun respect pour l'autorité, comment ils devaient apprendre que tout ce qu'ils avaient appartenait à l'unité familiale. D'autres utilisateurs avaient répondu avec approbation, partageant leurs propres histoires sur le fait de forcer les enfants à remettre l'argent de leur anniversaire. J'avais la nausée en lisant cela. Ce n'était pas juste à propos de la tirelire de Léa. C'était comme ça que Thierry pensait réellement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des captures d'écran de tout. Maître Moreau avait dit que tout ce qui montrait l'état d'esprit de Thierry pourrait être utile, et c'était de l'or. J'ai fait des captures d'écran de chaque message que Thierry avait posté, chaque commentaire où il parlait d'enseigner des leçons aux enfants par la force. Il y en avait des dizaines remontant à presque 1 an, avant même que nous nous soyons mariés. La séance suivante de Léa avec Madame Lacroix s'est mieux passée que je ne le pensais. Joséphine l'a emmenée pendant que je m'occupais de la paperasse pour le divorce, et quand elles sont revenues, Léa semblait plus légère en quelque sorte. Joséphine a dit que Léa avait beaucoup parlé pendant la séance, que Madame Lacroix avait vraiment connecté avec elle. Plus tard dans la soirée, Léa m'a dit qu'elle se sentait coupable, comme si peut-être elle avait été égoïste avec son argent. Elle a dit que Thierry n'arrêtait pas de lui dire que les bons enfants partagent avec leur famille, et une partie d'elle se demandait s'il avait raison. J'ai demandé ce que Madame Lacroix avait dit à ce sujet. Léa a expliqué que Madame Lacroix lui avait dit qu'économiser de l'argent n'était pas égoïste, que l'argent était à elle parce qu'elle l'avait gagné et que c'était un cadeau. Madame Lacroix avait dit que les adultes qui blessent les enfants sont responsables de leur propre choix, pas du comportement des enfants. Léa a demandé si cela signifiait que ce n'était pas de sa faute si Thierry avait cassé sa tirelire. Je l'ai serré contre moi et je lui ai dit que ce n'était jamais de sa faute, que Thierry avait fait ses propres choix et que ses choix étaient mauvais. Elle a hoché la tête contre mon épaule et a dit que Madame Lacroix lui avait dit la même chose. La semaine suivante, Maître Moreau a appelé avec des nouvelles concernant l'affaire pénale. La procureure, Madame Girard, avait proposé à Thierry une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC, au lieu d'un procès complet. Thierry plaiderait coupable d'atteinte aux signes monétaires, paierait une amende de 4 500 €, purgerait 6 mois sous surveillance électronique, bracelet, et suivrait un stage de gestion de la colère. Maître Moreau a dit que Maître Dubreuil l'avait contacté pour dire que Thierry pensait à l'accepter, mais Thierry voulait des assurances que je ne poursuivrais pas d'accusations supplémentaires pour le vol. J'ai demandé à Maître Moreau ce que cela signifiait. Il a expliqué que je pouvais encore me porter partie civile pour le vol et la destruction de biens. Thierry voulait que je promette de ne pas le faire. Maître Moreau a dit que cela n'arriverait pas, que le procureur décidait des poursuites de toute façon. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter des demandes de Thierry, que nous avions de plus grandes choses sur lesquelles nous concentrer, comme l'audience de divorce à venir. Maître Moreau a passé 2 heures à me préparer pour l'audience de divorce. Nous nous sommes assis dans son bureau et il s'est fait l'avocat du diable, me lançant les arguments probables de Thierry. Il a dit que Thierry prétendrait probablement que je surréagissais, qu'il essayait juste d'être un parent pour Léa, que notre mariage pourrait être sauvé avec des conseils. Maître Moreau m'a fait m'entraîner à rester calme et factuel, à ne pas devenir émotionnel. Il m'a dit de me concentrer sur le modèle de comportement contrôlant autour de l'argent, sur le chômage de Thierry et les demandes constantes qu'une enfant de 8 ans contribue aux dépenses du ménage. Nous avons répété mon témoignage encore et encore. L'audience de divorce a eu lieu un mardi matin, 3 semaines après l'incident.
J'ai porté mes meilleurs vêtements de travail et j'ai retrouvé Maître Moreau à l'extérieur de la salle d'audience. Thierry s'est présenté avec Maître Dubreuil. Nous sommes entrés et le juge a appelé l'affaire. Maître Dubreuil s'est levé et a appelé Thierry à témoigner en premier. Thierry a marché jusqu'à la barre, l'air humble et triste. Il a témoigné qu'il essayait d'enseigner à Léa la responsabilité familiale, qu'il avait grandi pauvre et appris à tout partager. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu blesser ou effrayer Léa. Il a parlé de la difficulté d'être au chômage, du stress qu'il ressentait, de la façon dont il pensait qu'apprendre à Léa à contribuer l'aiderait. Maître Dubreuil a demandé si Thierry regrettait ses actions. Thierry a dit oui, qu'il aurait souhaité gérer les choses différemment, qu'il aimait Léa. Il a dit que notre mariage pourrait être sauvé si nous allions en thérapie ensemble. Puis c'était à mon tour. Maître Moreau m'a demandé de décrire les mois précédant l'incident. J'ai parlé des commentaires constants de Thierry sur l'argent de Léa, de la façon dont il suggérait qu'elle devrait payer pour les courses ou Internet. J'ai expliqué que Thierry avait été au chômage tout le temps où nous étions mariés, qu'il ne contribuait rien financièrement tout en exigeant que ma fille de 8 ans remette son argent. J'ai décrit mon retour du travail pour trouver Léa sanglotant sur sa tirelire détruite. J'ai parlé de la vache en céramique de la grand-mère de Léa, de la façon dont Thierry avait fracassé quelque chose d'irremplaçable. Maître Moreau a posé des questions sur le comportement de Thierry à la banque. J'ai raconté comment il avait coaché Léa dans la voiture, comment il avait admis avoir coupé l'argent devant les policiers, comment il semblait penser qu'il n'avait rien fait de mal. La juge a écouté attentivement et a pris des notes. Je pouvais voir qu'elle ne croyait pas à l'explication de Thierry. Elle a eu l'air sceptique quand j'ai décrit l'arrestation, presque en colère quand j'ai mentionné qu'il s'était présenté à mon lieu de travail. Joséphine a témoigné ensuite. Elle a parlé de mon appel téléphonique depuis la banque, de la peur dans ma voix. Elle a décrit l'état de Léa quand nous sommes arrivés chez elle, comment Léa tremblait. Joséphine a parlé des cauchemars de Léa. Elle a dit qu'elle avait surveillé sa nièce attentivement, et que Léa montrait encore des signes d'anxiété. Puis Laurent a pris la barre. Il a témoigné sur l'aide apportée pour changer les serrures. Il a parlé de la découverte de l'ordinateur portable de Thierry et des messages sur le forum. Maître Moreau lui a fait décrire ce qu'il avait vu, les messages sur les enfants gâtés et les mères faibles. Maître Dubreuil a objecté, disant que la preuve de l'ordinateur avait été obtenue de manière inappropriée, mais la juge a dit qu'elle voulait entendre ce que Laurent avait trouvé. Laurent a expliqué le schéma de croyance de Thierry. La juge a demandé à voir les captures d'écran et a passé plusieurs minutes à les lire. La salle est restée silencieuse. La juge a posé son stylo et a regardé directement Thierry. Sa voix est restée calme alors qu'elle énonçait sa décision. Divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux. Autorité parentale et garde exclusive attribuée à Diane. Pas de droit de visite pour Thierry. Pension alimentaire fixée à 550 € par mois basée sur un revenu imputé au SMIC. Les actions de monsieur constituent une violence économique et psychologique envers un mineur. Le tribunal ne voit aucune preuve qu'il possède le jugement nécessaire pour interagir en toute sécurité avec des enfants. Le visage de Thierry est passé de pâle à rouge vif. Ses mains agrippaient la table. Thierry a explosé de sa chaise. C'est complètement injuste. Vous écoutez tous ces mensonges. Elle empoisonne tout le monde contre moi. J'ai des droits en tant que beau-père. Les gendarmes se sont dirigés vers lui immédiatement. La juge a levé la main. Monsieur, asseyez-vous et contrôlez-vous ou je vous ferai expulser. Thierry l'a ignoré et a continué de crier. Elle retourne tout le monde contre moi. Les flics, les avocats, maintenant vous. Maître Dubreuil a attrapé le bras de Thierry pour le calmer. Un gendarme a mis une main ferme sur son épaule. Thierry l'a repoussé. Ne me touchez pas. L'expression de la juge s'est durcie. Elle a ordonné son expulsion et a noté l'incident au dossier. Les gendarmes ont emmené Thierry dehors. Maître Dubreuil s'est levé, l'air mortifié. Madame la juge, je m'excuse pour l'éclat de mon client. La juge l'a coupé. Votre client vient de démontrer pourquoi ce tribunal a pris la bonne décision. L'audience est levée. Maître Moreau a rassemblé ses papiers. Dans le couloir, il m'a dit, Thierry fera peut-être appel. Mais le processus prend des mois. Pendant ce temps, les ordonnances restent en vigueur. Thierry ne peut pas voir Léa. Et honnêtement, après cette performance, je ne vois aucun juge annuler cela. Maître Moreau a ajusté ses lunettes. Cet éclat a aidé notre dossier.
Cela a démontré son incapacité à se contrôler. Mon téléphone a sonné 2 jours plus tard. Madame Girard, la procureure. Thierry a rejeté la comparution sur reconnaissance de culpabilité. Il veut aller au procès devant le tribunal correctionnel. Je me suis assise. Madame Girard a continué. Je suis déçu. Thierry croit sincèrement qu'il n'a rien fait de mal. Son nouvel avocat, Maître Mercier, l'a convaincu qu'ils peuvent gagner. Mais les preuves sont accablantes. Il a admis avoir coupé l'argent devant la police. Nous avons la vidéo de la banque. Je suis désolé que vous ayez à traverser un procès. J'ai rencontré ma cadre à l'hôpital le lundi suivant. Nous nous sommes assises dans la salle de pause. J'ai expliqué la situation, les frais juridiques. Ma cadre, qui travaillait là depuis 20 ans, m'a écouté avec inquiétude. Diane, l'hôpital a un fonds de solidarité pour le personnel en difficulté. Ce sont des aides, pas des prêts. Elle a sorti un formulaire. Remplissons cela. Le comité se réunit jeudi. Elle m'a aidé. Les frais juridiques étaient admissibles. La thérapie de Léa aussi. J'ai ressenti une étincelle d'espoir. Capucine m'a trouvé dans la cuisine chez Joséphine 3 semaines après. Tante Diane, Léa a pleuré hier soir. Elle a peur de retourner à la maison car elle pense que Thierry pourrait y être. J'ai posé le couteau. Nous ne pouvions pas rester chez Joséphine pour toujours. Léa avait besoin de stabilité. Maître Moreau m'a appelé pour discuter des biens. Thierry n'a rien contribué. Il était au chômage. Son comportement criminel joue contre lui. Je demande l'attribution préférentielle de la maison à votre profit. Il a expliqué que Thierry essaierait de réclamer la moitié, mais que vu les circonstances, c'était peu probable qu'il l'obtienne. La représentante des RH a appelé le vendredi. Le comité a approuvé votre demande. Nous vous accordons 2 800 € pour les frais juridiques. J'ai pleuré de soulagement dans ma voiture. Madame Girard a rappelé. La date du procès est fixée dans 6 semaines. C'est rapide. Maître Mercier va essayer de peindre Thierry en victime. Restez factuel. Nous nous sommes entraînés. Léa a eu sa séance avec Madame Lacroix. À la fin, Léa m'a dit, je veux économiser de l'argent à nouveau, mais j'ai peur qu'on me le prenne. Madame Lacroix a dit, la plupart des adultes ne volent pas les enfants. Thierry était dangereux, mais il n'est plus là. Joséphine m'a proposé de convertir le sous-sol en appartement pour nous. La famille est de la famille, Diane. Laurent m'a aidé pour les travaux le week-end suivant. Léa a choisi une peinture violette. Le sous-sol est devenu un espace confortable. Maître Moreau a appelé, le juge a attribué la pleine propriété de la maison à vous. Thierry a 30 jours pour signer. La mère de Thierry a appelé, pleurant pour que je retire ma plainte. J'ai refusé et raccroché. Le procès de Thierry a commencé un mardi. Maître Mercier était agressif, mais Madame Girard a démantelé ses arguments. J'ai témoigné, Monique aussi, puis le capitaine Morel. La vidéo de la banque a été diffusée. Le tribunal a déclaré Thierry coupable. L'audience de condamnation a eu lieu 2 semaines plus tard. Le procureur a demandé une peine ferme. Maître Mercier a plaidé pour du sursis. Thierry a pris la parole et s'est enfoncé en justifiant ses actes. Le juge l'a condamné à 6 mois de prison ferme, 3 ans de mise à l'épreuve, 4 500 € d'amende et une obligation de soins. Thierry m'a lancé un regard haineux alors qu'il était emmené. Ce soir-là, j'ai expliqué à Léa que Thierry allait en prison. Elle a demandé si on pouvait acheter une nouvelle tirelire, une tortue cette fois. Nous l'avons achetée le week-end suivant. Maître Moreau a clos le dossier en me facturant un tarif réduit. J'ai pleuré de gratitude. J'ai rejoint un groupe de parole pour femmes. Une infirmière, Catherine, m'a expliqué que le comportement de Thierry était typique des abuseurs. 6 mois plus tard, Thierry a été libéré et est parti vivre dans le sud chez sa mère. Il avait interdiction de nous contacter. Pour les 9 ans de Léa, nous avons fait une fête. Elle a reçu de l'argent et l'a mis dans sa tortue. Elle n'avait plus peur. J'ai obtenu une promotion à l'hôpital, gagnant 750 € de plus par mois. J'ai décidé de chercher une petite maison à louer pour nous. J'ai trouvé une maison à 3 rue de chez Joséphine. Léa a choisi sa chambre. Nous avons déménagé. La première nuit, Léa a posé sa tortue bien en vue sur sa commode.
Elle m'a dit qu'elle avait économisé 225 € et qu'elle savait que je la protégerais. Je l'ai bordée dans son lit. Nous avions un foyer, du soutien, et la sécurité. Nous étions heureuses.